Ici, le bleu, lui, il reçoit le blanc, donc toutes les couleurs, toutes les longueurs d'onde, donc de 400 à 700 à 800 entiers, d'accord? Et le schtroumpf, lui, va avaler une certaine couleur. Il va avaler une certaine couleur, et les couleurs qu'il avale, c'est euh, tout ce qui n'est pas bleu, qui lui paraît bleu. Et donc, si vous raisonnez un peu, votre t-shirt, c'est pareil. Vous êtes en été avec un t-shirt noir, votre t-shirt, il est noir, c'est-à-dire qu'il absorbe toutes les couleurs, et il laisse passer rien du tout. Donc, c'est pour ça que vous avez chaud avec un t-shirt noir. Vous l'avez déjà vu en seconde, normalement. Pareil, si vous avez un t-shirt blanc, c'est-à-dire que ce t-shirt, il va renvoyer toutes les couleurs qu'on lui reçoit. Donc, vous n'avez pas chaud. C'est pour ça que vous avez plus chaud habillé en noir qu'en blanc. D'accord? Et là, le schtroumpf bleu, lui, il va avaler tout, sauf le bleu. Et donc, du coup, il va laisser passer le bleu. Alors, le truc, c'est que nous, on veut savoir la concentration. On veut savoir, imaginons qu'on prenne le schtroumpf, là, qu'on le dissolve, normalement, vous l'avez fait, vous l'avez dissous dans de l'eau, et vous arrivez à, normalement, à une solution colorée bleue. D'accord? Donc, vous avez une solution bleue avec, ici, de la couleur bleue du schtroumpf. Mais on ne connaît toujours pas la concentration. On sait qu'il y a une certaine concentration. Par contre, il y a un truc que vous savez depuis que vous êtes petit, c'est que plus vous mettez de sirop, plus c'est foncé. D'accord? Donc, plus on met de sirop, plus c'est foncé. C'est-à-dire que la quantité d'eau, de lumière qui va être absorbée, l'absorption, dépend de la concentration du sirop que vous avez. Autre chose, l'absorption, c'est-à-dire la quantité de lumière qui est absorbée par votre sirop, elle dépend aussi du type de sirop. Si vous mettez du sirop, par exemple, de cassis ou du sirop de citron très léger, eh ben, le sirop de citron, il avalera moins de lumière que le sirop de cassis. Et donc, ce truc-là, c'est ce qu'on appelle epsilon. Mais epsilon a une longueur d'onde précise, on en reparlera après. D'accord? Ensuite, ça dépend d'une autre chose. Ça, vous le savez sûrement, mais quand on plonge en très haute profondeur, bah, il y a un moment, il n'y a plus de lumière. Pourquoi il n'y a plus de lumière? Parce que l'eau va absorber une quantité de la lumière. Et plus vous avez une épaisseur importante de liquide, plus il va y avoir de l'absorption. D'accord? Donc plus l'absorption globale de ma substance, elle dépend de la couleur de mon échantillon, est-ce que c'est plutôt foncé ou plutôt pas foncé, dépend de est-ce que j'en ai mis beaucoup ou pas beaucoup, elle dépend de la largeur que va avoir à traverser ma lumière. Ouais. Et donc là, vous me criez, c'est la loi de... Voilà que je viens de vous trouver, c'est quoi? La loi de Berlambert, ça vous dit rien? Si. Voilà, donc ça c'est la loi de Berlambert. En fait, on voit que la loi de Berlambert, elle dit juste, et c'est très con hein, comme truc, il n'y a pas besoin d'avoir fait 50 années d'études pour comprendre ça. La quantité de lumière qui est absorbée quand vous traversez un verre de sirop, ça dépend du type de sirop, ça dépend de est-ce que vous avez mis beaucoup de sirop ou pas, et ça dépend de la largeur de votre verre. Si votre verre il est très fin, bah, vous allez avoir une quantité de lumière qui est absorbée, donc ça va vous paraître tout clair. Et si le verre est très large et c'est un seau, bah forcément la lumière traversera moins. C'est pas ça? Là, il n'y a rien de Oui. compliqué. Et ben donc, c'est ce qu'on va faire, nous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un dosage par étalonnage. C'est-à-dire que on va prendre une solution, on sait pas la concentration là-dedans. C'est nos trucs, on la connaît pas. Par contre, on peut fabriquer des solutions de certaines concentrations. Donc, on va faire une solution avec un petit peu, on va faire plein de tubes à essai avec le même bleu, hein, mais dont on connaît la concentration. Donc, on va prendre une solution au début qui va être un tout petit peu claire, après un peu plus clair, un peu plus foncé, un peu plus foncé, et puis complètement foncé. D'accord? On va faire un dégradé de couleur. On va mettre ça dans ma machine. Alors, ma machine, première chose que vous allez faire, c'est que vous allez tracer ce qu'on appelle le spectre global d'absorption. Donc là, on va retrouver le fameux spectre tout à l'heure, qui fait comme ça. Donc qui avale le rouge, qui avale un chouïa de violet, et qui laisse passer le bleu. Là, on va regarder, pour que ça soit plus simple, plus précis, on met toujours à l'endroit où l'absorption est la maximale. Donc on se met ici. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que imaginez que la concentration soit plus faible. Si la concentration est plus faible et que je fais le même graphique, je vais avoir une plus petite absorption là, et je vais avoir une plus petite absorption là. D'accord? Et si je m'étais placé ici, bah, si je zoome ici, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux courbes. Donc pour mesurer une différence, c'est un peu le bordel. Par contre, si je me mets là, on voit qu'il y a un gros écart. Et donc là, tout de suite, on comprend mieux pourquoi est-ce qu'on travaille toujours la longueur d'onde d'absorption maximale. Donc là, en l'occurrence, on va travailler dans le rouge. Pour
savoir s'il y a beaucoup de bleu dans ma solution, je vais regarder quelle est la quantité de rouge absorbée. Plus elle est forte, ça veut dire que ma solution est concentrée. Donc on va faire ça, on va mettre ça dans la machine. Ah. On met ça dans la machine, et donc la machine, déjà, elle va commencer, elle va dire OK. Alors, je vais le faire avec un trait comme ça, voilà. La machine, elle va mesurer. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Toc, toc, voilà. Elle va regarder l'absorption. L'absorption, elle va regarder l'absorption en fonction de la concentration. Donc on va mettre la première solution ici. Je vais la mettre dans ma machine. Alors qu'est-ce qu'elle fait ma machine, hein? C'est pas compliqué, hein. Elle envoie de la lumière rouge à la longueur d'onde que j'ai réglée, donc c'est-à-dire lambda max qui est du rouge dans mon cas. Et puis elle regarde quel est le pourcentage qui a traversé ma solution. Et donc au début, on va mettre une solution peu concentrée, donc quasiment tout traverse, l'absorption est toute petite. Ensuite, je mets une solution plus concentrée, plus grande, plus grande, plus grande, plus grande et plus grande. Et donc là, on va avoir ce qu'on appelle une droite d'étalonnage. Cette droite d'étalonnage, en fait, elle va me dire, OK, que vaut l'absorption en fonction de la concentration. Et plus c'est concentré, plus l'absorption est importante. On retrouve la loi de Berlambert. Alors ce truc-là, il ne change pas dans mon truc parce qu'on prend toujours le même bleu. Donc le truc-là est constant. Donc il n'y a pas aucun souci. Que c'est le même bleu tout le temps, donc l'epsilon ne change pas. Les cuves sont toujours la même, donc c'est aussi constant. Donc finalement, le seul truc qui va varier, c'est ça. Vu que vous êtes des cadors en maths, ben, vous voyez tout de suite que le coefficient directeur de la droite, ici, ce truc-là, il vaut epsilon fois petit l, le coefficient directeur. On trouve bien l'équation de droite qui vaut A égale epsilon L C. Ouais. Et donc maintenant, ben, qu'est-ce qu'on a à faire? On n'a plus qu'à prendre notre solution inconnue, on la met dans la machine. La machine, elle va dire OK, l'absorption, elle vaut ça. Vous allez la reporter sur votre droite et vous descendez et vous venez de trouver la concentration inconnue de ma solution. Oui, non. J'ai perdu quelqu'un. Oui, C'est oui. bon. C'est bon. C'est bon, c'est plus clair là ou pas? Oui. Oui. Dites-moi, arrêtez-moi, criez-moi dessus, c'est pas grave, mais dites-moi ce qui va pas. Donc ça, c'était ce que vous avez fait en début d'année. Normalement, vous avez dû le faire avec le Schtroumpf. Non? Non, on n'a pas utilisé le Schtroumpf. Vous avez fait quoi? Une solution en sulfate de cuivre, un truc comme ça? Oui, oui, si je me souviens bien, je crois que c'était ça. L'autre Daquin aussi, on le fait des fois avec le permanganate. Bon, bref, voilà. Donc là, en gros, voilà. Ce qu'il faut retenir, donc ce chapitre-là, il n'est pas très compliqué, une fois que vous avez compris. Juste vous comprendre que, par exemple, un pull rouge, il absorbe tout sauf le rouge. Un pull bleu absorbe tout sauf le bleu. Et donc une solution bleue absorbe tout sauf une solution bleue absorbe tout sauf le bleu. Donc elle va absorber en majorité du rouge. Et voilà. Et donc notre machine, on va la régler dans le rouge. Donc ça, c'était le premier chapitre de l'année. Le deuxième chapitre de l'année, c'était les tableaux d'avancement. Est-ce qu'on avance sur les tableaux d'avancement ou pas? Est-ce qu'on revoit ça ou pas? Oui, je veux bien. Ouais, les autres aussi? Oui. Je veux bien. Ok, alors, tableau d'avancement. Le tableau d'avancement, en fait, c'est un outil qu'on a inventé pour vous aider. Dans le sens où, en fait, c'est très simple. Bon, imaginons, vous bossez chez McDo, d'accord? Vous voulez faire un Big Mac, donc un Big Mac, c'est 2 tranches de pain, d'accord? On va mettre un steak, on peut appeler ça un steak au McDo. Donc un steak, une semelle de chaussures. On va mettre une feuille de salade, enfin une feuille de salade c'est vert. Et puis 2 rondelles de tomates. D'accord? En fait, McDo, ce qu'ils font, c'est qu'ils font en fait de la chimie sans que vous vous rendiez compte. Ils savent qu'il leur faut 2 pains, plus 2 tomates, plus un steak, plus, alors je marque ST, plus une salade, SA, pour faire un burger. Et ben en fait, le truc, c'est de se dire, imaginons que les mecs ils aient 2500 steaks, pain, 1000 tomates, 1000 steaks et 500 salades. Ils essaient de savoir ce qui va manquer en premier et combien de hamburgers on pourra fabriquer. Alors comment ils font ça? Ils se disent, ok, bah
Imaginons qu'on fasse un hamburger. On va faire 2500 moins 2. D'accord? Ici, pour la tomate, il me restera 1000 moins 2. Pour le steak, il me restera 1000 moins 1. Et pour la salade, il me restera 500 moins 1. Et bon, en fait, on a inventé un truc en chimie. Enfin, c'est pas inventé, mais on utilisait ce qu'on appelle l'avancement. X. Donc X, c'est le nombre de fois qu'on va faire le truc. Donc imaginons que je le fasse X fois. Ici, je vais faire 2500 moins X. Moins 2X, pardon. Ici, je vais être à 1000 moins 2X. Ici, je vais être à 1000 moins X. Et ici, je vais être à 500 moins X. D'accord? Et on a produit, du coup, un hamburger à chaque fois, donc X hamburger. Et le but, alors, je rappelle, hein, qui est là, c'est ce qui nous reste. Donc, dans votre tableau, ici, dans votre tableau d'avancement, là, ici, c'est ce qu'on appelle la quantité initiale, I. Là, c'est la quantité à un instant donné. D'accord? Et là, à la fin, on va savoir qu'est-ce qui nous reste à la fin. C'est ça qui nous intéresse. Et là, alors là, il faut différencier deux choses. En physique, en chimie, vous avez deux choses. Vous avez le X max et le X final. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la différence entre les deux? Vous avez compris, c'est quoi la différence? Euh, Ouais, non? Pas d'idée? Enfin, en fait, X max, c'est la quantité que vous pouvez faire au maximum en théorie. D'accord? XF, c'est la réalité, c'est la quantité que vous allez faire en réalité. Si je prends l'exemple du McDo, en une journée, les mecs, ils feront peut-être pas 2500 hamburgers. Donc forcément, il leur restera peut-être pour le lendemain. Donc théoriquement, X max, il vaudrait, je sais pas, on va le calculer. Mais XF, lui, ce sera peut-être autre chose. Et le XF, on peut pas, à part en faisant l'expérience, on ne peut pas savoir. Et quand c'est une réaction totale en chimie, quand c'est une réaction qui a lieu de manière spontanée, qui bouffe tout, XF est égal à X max. Et vous verrez l'année prochaine en terminale, XF n'est pas tout le temps égal à X max. Des fois, il y a des réactions qui s'arrêtent avant la fin, pour une raison ou une autre, parce que c'est très lent, ou etc. Et donc, cette année, normalement, si je dis pas de bêtises, en première, on prend que des réactions totales. Il y a des réactions qui vont être bouffées totalement. On va regarder justement. Alors, qu'est-ce qui va manquer en premier? Le but, c'est dans un tableau d'avancement, le but, c'est de trouver quel est le truc qui va être à zéro en premier. Est-ce que c'est le pain qui va manquer, les tomates, les steaks ou les salades? Donc, on réfléchit. Et pour y arriver, comment on fait? On fait chacun va regarder que vaut X max. C'est-à-dire que combien vaut X max. Donc là, on va regarder combien vaudrait X max si 2500 moins 2X max est égal à 0. Combien de fois je peux faire la réaction pour que je n'ai plus de pain? Bon, on voit qu'on peut faire 1250 fois. D'accord? J'ai assez pour faire 1250 hamburgers. Pour lui, même raisonnement, on fait 1000 moins 2X max égale 0 et on trouve X max égale 500. Donc je pourrais faire théoriquement avec mes tomates 500 hamburgers. Au niveau du steak, bah, c'est facile, on peut en faire 1000. Et au niveau de la salade, je peux en faire 500. Et donc on se rend compte de quoi? On se rend compte que le premier truc qui vont manquer, en fait il y a deux trucs qui vont manquer en même temps, c'est les tomates et la salade. Donc les tomates et la salade vont manquer en premier. Donc on sait que les deux là, il n'y en aura plus. C'est nos réactifs limitants. Ça va? Et du coup, oui, maintenant, je peux calculer combien il me reste. Bah, ici, je sais que X max, il vaut 500. Donc, X max, ici, je sais qu'il vaut 500. Plus qu'à remplacer. Donc, 2500 moins 2 fois 500, ça fait 1000. Donc, il nous reste 1500. Et ici, il me restera 500 steaks. Combien j'aurais fait d'hamburgers? 500. Donc, vous voyez que là, le tableau que je vous ai fait, je l'ai fait avec des hamburgers, mais c'est la même chose en chimie. En fait, à chaque fois, il faut vous dire, OK, j'ai ça plus ça, ça me donne ça, etc. Qu'est-ce qui va manquer en premier? Et donc, on voit que grâce au tableau d'avancement, là, de manière assez simple, je vois le McDo, ils font exactement la même chose, ils font ça avec des tableurs, mais c'est le même principe. Ils disent, bah voilà, pour le lendemain, il me restera 1500 pains, il nous manquera de la tomate, par contre, on aura les steaks en avance. Et par exemple, dans le cas du McDo, ben, ça, c'est des produits frais, les deux là, donc ils essaient de pas trop traîner, donc ils les font tous les jours, ils les reçoivent tous les jours, alors que les steaks, c'est surgelé, et le pain, enfin, ils peuvent tenir 2-3 jours. Donc là, par exemple, ce serait pas un problème. Toute la journée, ils auraient fait 500 hamburgers, et il leur resterait de quoi en faire encore pas mal.
qui récupère de la tomate et de la salade. Donc ça, c'était le dessin burger. Bah, pour la chimie, c'est la même chose. Pour la chimie, alors je sais pas, on va prendre un exemple de réaction, on va en prendre un dans le bouquin, et c'est pas plus compliqué que ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre, par exemple? Ils vous disent, par exemple, voilà. Alors, vous avez fait aussi les demi-équations. On va faire un exemple d'un bouquin. On vous dit, par exemple, qu'on peut fabriquer un circuit électronique. On prend du cuivre, d'accord, et on prend du fer 3. Et on vous donne un couple. On vous donne les couples. Les couples, c'est Fe, Fe2+, Cu, Cu2+. Ça vous dit quelque chose, ça? Oui. Alors, il faut vous décrire l'équation bilan. Alors, on vous dit euh, qu'est-ce qui va réagir au CO2. Alors, c'est CO2+, Cu, hein, je l'ai mis dans le mauvais sens. On vous dit qu'est-ce qui réagit ensemble, c'est le fer 3 avec le cuivre. On vous demande d'écrire l'équation. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Alors là, c'est des équations, des demi-équations. On va commencer déjà par la plus simple, Fe3+. Donc Fe3+, on voit que pour arriver à faire du Fe2+, qu'est-ce qui va me manquer? On voit qu'ici j'ai 3+, là j'ai 2+. Donc ici, il manquera un électron. Donc le fer va chercher à capter un électron pour son sondement Fe2+. Mais vu que c'est une réaction d'oxydation, on va faire pour le, avant que je vous dise la suite, on va faire pour l'autre, le cuivre, lui, il va se transformer en Cu2+. On vous le dit dans l'énoncé. Donc l'électron, il va être où là? À droite ou à gauche? Euh, À droite, parce qu'il faut que ça soit équilibré. Ici, j'ai 2+, plus 2-, je suis bien à 0. Donc là, on voit qu'il y a deux réactions. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Parce que c'est bien beau d'écrire des réactions, mais il faut qu'on réfléchisse un peu à ce que ça veut dire. Bon, attends, je suis où là? La souris, elle est partie. Elle est là. Ici, ça veut dire que le cuivre va réagir avec le fer 3. Le fer 3, pour réagir, il a besoin de capter un électron. Sauf qu'en chimie, les électrons, ils se baladent pas en mode je suis tranquillou pépère. Ils vont toujours venir d'un atome, enfin d'un ion d'un atome, pour aller à un autre atome. Donc là, en gros, c'est les électrons produits par le cuivre qui vont aller servir au fer 3. Et donc, il faut qu'on réfléchisse combien de fois je dois prendre les équations pour qu'à la fin, il n'y ait plus d'électrons qui apparaissent dans mon équation. Donc, on voit qu'il faut que je prenne celle-ci 2 fois. Que si je la prends 2 fois, ici, je vais avoir 2 électrons à gauche, 2 électrons à droite, et les électrons vont s'annuler dans mon équation finale. Donc, on va écrire ça correctement. Donc, ça fait du Cu plus 2Fe3+. On peut écrire les électrons si vous voulez. Donne Cu2+, plus 2 électrons, plus 2Fe2+. 2 plus. Et là, on voit que les électrons ici, on peut les simplifier, comme en maths. Et donc, on se retrouve avec l'équation de base qui est cuivre plus Fe plus 2Fe3+, donne Cu2+, plus 2Fe2+. Alors, je ne mets pas les AQ pour pas compliquer, mais normalement, il faudrait mettre entre parenthèses AQ, etc. Alors, maintenant, ce qui nous intéresse, parce que c'est le but du chapitre quand même, c'est le tableau d'avancement. Alors, comment ça marche un tableau d'avancement? En fait, on vous dit dans l'énoncé, alors c'est un bouquin, je ne sais plus c'est quel bouquin, je sais plus, c'est le Borda, c'est peut-être le vôtre. On vous dit qu'au départ, on vous donne la concentration de fer. On vous dit que dans le fer, données de départ, on a mis 250 millilitres de fer 3, la concentration de 3 moles par litre. 3 moles par litre, pardon. 3 moles par litre. C'est la première quantité. Et la deuxième quantité de matière qu'on met dedans, c'est le cuivre. On dit qu'on met... On vous demande combien de cuivre on peut éliminer. Donc en gros, ici, on sait que ce truc-là, il est majoritaire. D'accord? Donc si on fait un tableau d'avancement, on va regarder... Oula. Partie traviole. Voilà. Donc on vous dit, au
départ, on ne sait pas la quantité qu'on peut avoir, mais on sait qu'on veut, à la fin, on ait plus de cuivre. D'accord? On veut 0, 0. On veut que tout le fer est servi pour bouffer le cuivre. D'accord? Pour y arriver, on va faire comment? On va commencer ici. La quantité initiale, on ne la connaît pas. La quantité initiale de cuivre, c'est ce qu'on cherche. Par contre, la quantité de fer initiale, on la connaît. Elle vaut 250 ml de fer à 3 moles par litre. Donc, le nombre de moles. Donc, je vous rappelle que dans le tableau, il faut qu'on raisonne en nombre de trucs, en nombre de moles. On ne peut pas raisonner en concentration. Pourquoi? Parce que forcément, c'est les molécules qui réagissaient avec les molécules. Tout à l'heure, c'était les steaks qui réagissaient entre guillemets avec les salades, etc. C'était pas le nombre de steaks dans le magasin, je sais pas quoi. Ça veut rien dire. L'important, c'est le nombre de steaks. Là, c'est pareil. Là, c'est le nombre de molécules de fer3. Donc, pour y arriver, on va faire C fois V. Là, on l'a déjà vu tout à l'heure. Et C fois V, ça fait 0,25, puisqu'il faut le mettre en litres, ce truc-là, fois le volume. Donc, si on prend, imaginons, ils vous disent 250 millilitres. Et pardon, j'ai fait l'inverse. Hop, j'efface ça. Ici, concentration, pardon, c'était 3. Et fois le volume, ça fait 0,25. Donc ça nous fait du 0,75 mol. Donc au départ, on avait 0,75 mol. Et au départ, ça j'en ai 0, ça j'en ai pas au départ. Et bien maintenant c'est parti. Donc le NI là, il va là. Le NI là. Ah, comment je déplace ce machin? Allez, voilà. Donc maintenant, ici, on va pouvoir calculer au cours du temps. Donc au cours du temps, comment est-ce qu'on fait? Exactement comme pour le McDo. On prend N à l'instant X. Donc ici, pour le cuivre, on va avoir la quantité initiale moins X. Ah, c'est une catastrophe, je ne sais pas pourquoi je l'ai pas entendu comme ça. Là, ça fait 0,75 moins 2X. Et là, ça fait, on a produit X, parce qu'il n'y a pas de coefficient direct. On n'a pas de coefficient, c'est comme si c'était un 1. Et là, c'est un 2, donc on a produit 2X. Est-ce que je vais pas trop vite là? Bon? Non, c'est bon. Et du coup, on en conclut que si pour que le fer soit complètement bouffé, il va falloir que X vale 0,75 divisé par 2. Donc 0,375 mol. Ouais. Donc là, on aura produit 0,375 mol, c'est-à-dire X max. Donc X max ici va valoir 0,75 divisé par 2, parce que c'est ce truc-là qui est égal à 0. Et ici, on aura produit 0,75 mol. Mais ce qui nous intéressait, nous, c'était ça. Donc comment est-ce qu'on remonte là? On sait que la quantité initiale de cuivre est égale à X max. Donc ce truc-là est égal à X max, qui est aussi égal à la quantité initiale de cuivre qu'on veut détruire. Donc là, ça fait 0,375 mol. Et puis dans l'énoncé, mais j'ai perdu la page, il vous donnait la masse molaire du truc, donc vous pouvez remonter au nombre de grammes de cuivre. Il vous donnait la masse molaire, voilà, il 63 grammes par mol, et vous pouvez trouver la masse de cuivre que vous avez. Finalement, c'est le même raisonnement que pour l'hamburger, hein, ça change rien. Ça va pour tout le monde, ça ou pas? Oui. Mathis, et puis c'est qui le troisième, je sais plus. Thomas, c'est ça? Je sais plus. C'est bon? Pas de... Ok. Dites-moi si ça va pas, si ça va trop vite ou si vous comprenez pas. Bon, j'essaie d'aller vite sans être trop brouillon, mais c'est pas évident quoi. On continue? On continue, Oui. donc on a dit. Donc là on est au chapitre 2, maintenant chapitre 3. Chapitre 3, on va parler des structures électroniques. Alors là, normalement, il y a un problème au niveau comment dire, du programme, parce qu'en fait vous avez appris avec les K2, etc. D'accord? Après avec les couches Oui. K, alors qu'en fait cette année on vous a parlé des 1S et 2S. Est-ce que vous Oui. voulez que je reprenne ça ou pas? Oui. Ok. Donc les électrons.
Les électrons, en fait, ils sont donc que vous avez un atome, vous avez le noyau qui est chargé positivement, avec les électrons qui, alors, j'aime pas trop le terme, mais qui tournent autour, on va dire. En réalité, ils tournent pas autour, c'est plus complexe que ça. Les électrons, ils vont pas n'importe comment. Les électrons, ils vont se ranger dans des boîtes. Et ils sont toujours, alors déjà, les électrons se mettent par paire, couple, d'accord? Pour le coup, ils sont pas trop, ils sont hétéros, on va dire, parce que les électrons vont toujours par couple, mais jamais deux électrons identiques. Il y a une, comment dire, il y a une, bon ça c'est pas dans le programme, mais si vous voulez, il y a une caractéristique des électrons qui s'appelle le spin. Vous avez peut-être entendu parler une fois dans votre vie. Et donc le spin, en fait, les électrons peuvent avoir deux spins, ce qu'on appelle le spin up ou le spin down. C'est pour ça qu'on note une flèche comme ça. Et quand ils sont en couple, c'est jamais deux up, c'est toujours un up et un down. Toujours. Alors, le truc, c'est qu'est-ce qui va se passer? Les électrons, ils vont se ranger dans des couches. Sauf que vous voyez que la couche que j'ai faite ici en pointillé noir, si j'en mets une deuxième couche en pointillé rouge, la couche en pointillé rouge est plus grosse, donc je pourrais mettre plus d'électrons. Si maintenant je mets une couche encore plus loin en bleu, forcément je vais pouvoir encore mettre plus d'électrons. Donc finalement, on voit que plus je m'éloigne du noyau, plus je peux stocker d'électrons dans ma couche parce qu'il y a plus de place pour les recevoir. Donc c'est comme ça qu'on va faire les niveaux d'énergie. Donc au premier niveau d'énergie, au niveau 1, on peut mettre que 2 électrons. Moi, je le fais sous forme d'une boîte. Donc, c'est comme si vous aviez une seule boîte. Donc, cette boîte, vous pouvez mettre 2 électrons. Cette boîte, c'est ce qu'on appelle la boîte S. Au niveau 2, donc par exemple en rouge, j'ai encore une même boîte S. Mais par contre, j'ai des boîtes. La boîte P, elle peut contenir 3 couples d'électrons. D'accord? Ensuite, vous avez le niveau 3. Niveau 3, il y a encore une boîte S, toujours. Comme une maison, si vous voulez, mais alors, je vais le faire autrement. Je vous fais un autre dessin après. Là, il y a une troisième boîte qui apparaît, qui est la boîte D, qui contient, elle, 1, 2, 3, 4, on va mettre là ici, cinquième, 5 possibilités. Donc, en gros, c'est comme si vous aviez un immeuble avec, au premier étage, un appartement, au deuxième étage, un appartement, un petit couloir, et de nouveau, 3 appartements. L'étage au-dessus, vous avez, pareil, un petit couloir, mêmes appartements, mais on rajoute, pardon, on rajoute ici un couloir et on peut en avoir, etc. Vous voyez que c'est un truc de plus en plus grand. D'accord? Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait? Donc, l'année dernière, en fait, on va prendre l'exemple d'un atome, parce que c'est le plus simple. Imaginons qu'on prenne l'atome, je sais pas moi, on peut prendre. Alors, on prend au hasard dans le tableau périodique. Allez, on va prendre le chlore, 17. Donc Z égale 17. Le chlore, ça se note. Oh, pardon. Cl17, ça veut dire qu'ici, il y a 17 protons au centre, donc 17 électrons à ranger. Bah, ces électrons, je vais les ranger. C'est parti. Donc, on met 2 au premier niveau. Le premier appartement est rempli. Rempli le deuxième appartement. Tac. Deuxième étage. L'appartement là est rempli. Ensuite, je commence à remplir les autres pièces. 1, 1, 1, 1. Et ensuite, je descends. Je continue à remplir. Alors, je remplis de manière l'un après l'autre. Le plus simple. Donc là, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 électrons. Il me reste 7 à mettre. Donc, je vais en mettre 7 sur la couche. Le troisième niveau. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, concrètement, la structure de mon bordel, de mon atome, j'ai plus qu'à le noter comme ça. Je vais le noter 1s2, pour dire qu'il y a 2 électrons dans la boîte, enfin dans l'étage 1, mais dans l'appartement S. Ensuite, 2 électrons dans l'étage 2, il y en a 2 qui sont dans le S, et 6 dans le P. Donc, je vais noter 2P6. Et au niveau 3, j'ai quoi? J'ai 3S2, 3P5. Ok? Et vous, ce que vous avez vu l'année dernière, en fait, au collège, en second, on vous a dit que vous aviez la première couche qui pouvait en contenir 2, c'est la couche K. En fait, le niveau 1S, c'est le couche K. La deuxième couche était 8 au maximum, donc 2 plus 6, c'est ce qu'on appelle le niveau 2. Et la couche M, elle peut en contenir 18. 10 pour ceux-là, d'accord? 6 et 2. Et donc, en fait, si vous voulez, ce que vous avez vu l'année dernière, c'était la même chose, mais en plus simple.
Là, on va aller plus dans le détail au niveau des répartitions dans les couches. Ça va ou pas? Oui, ça va. Ok. Voilà. Donc, au niveau du chlorure, voilà, vous voyez que ça. Alors, vous voyez par contre que ici, pour la couche externe, c'est-à-dire la couche la plus à droite, on voit que le chlore, il possède 5 électrons. Ici, il lui en manque un pour arriver à remplir son étage. C'est-à-dire que le chlore, quand on va l'écrire, en fait, sous sa forme. Comment est-ce qu'on va faire sous sa forme, sa structure de Lewis? On va regarder. Ici, j'ai combien d'électrons? Dans le dernier appartement pas rempli, c'est 5. Donc, je vais en mettre 5. 1, 2, 3. Attends, je vais faire avec un gros point. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Et on voit que le chlore, lui, quand on va redessiner comme ça, les électrons vont se combiner par paire. Et on voit, en réalité, ici, le chlore, il va pouvoir, en fait, il a 3 électrons. Il a 5 électrons, et il lui en manque 3 pour arriver à 8, parce que je vous rappelle que la structure de Lewis, en chimie, les atomes veulent toujours avoir 8 électrons autour d'eux. Et donc, non, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer ça, parce que c'est le bordel, et je vais laisser juste je vais recommencer. Je vais juste faire ça. Tac. Tac. On va le déplacer là, voilà. Donc le chlore, lui, va arriver à 8. Ça, c'est ce qu'on appelle la règle de l'octet. La règle de l'octet nous dit que votre atome, il veut toujours avoir 8 électrons. Alors, comment il va avoir 8 électrons? Soit il va piquer les électrons à d'autres atomes. C'est ce qu'on va avoir la première possibilité. Donc, par exemple, si on prend le sodium. Le sodium, c'est Na. Et lui, le sodium, il est. Alors, on va faire sa structure. Le sodium, je vous rappelle, c'est NaCZ égale 11. Donc, si on fait la structure, ça nous fait du 1S2, 2S2. Donc là, on est déjà à 4. 2P6, on est à 10. Et 3S1. Que sur cette dernière structure, le sodium, il a un seul électron. On va mettre un électron ici. Donc, la première possibilité qu'a le chlore pour arriver à avoir ces 8 électrons, sa couche externe, parce que je vous rappelle qu'il a quand même au niveau 2. Si vous regardez, alors je reprends juste rapidement, je vous renote ici en rouge la structure du chlore, on est en 3S2, 3 et 5. Donc ici, lui, il a 7 électrons sur sa couche externe. Mais on représente que les 5 ici, mais en fait, il y a toujours les deux là qui sont là. Donc sur son niveau 3, il a bien 7 électrons. Il va arriver à 8 pour respecter la règle de l'octet. Donc ce qu'il va pouvoir faire, c'est piquer l'électron sodium. En faisant ça, il va se transformer en Cl-, puisqu'il a piqué un électron. Donc, c'est-à-dire un électron de plus, il arrive à 8, il est content. Et le sodium, lui, se retrouve avec une couche ici qui est vidée, puisqu'on lui a piqué. Il a bien une couche avec 8 électrons, donc il est content. Donc là, c'est la première possibilité, ce qu'on appelle les liaisons ioniques. Donc là, en fait, c'est pas une liaison ionique, il va piquer les électrons. D'accord? C'est la première possibilité. Mais c'est pas ce qu'il fait en majorité. Il peut faire d'autres choses. Une possibilité, par exemple, c'est de faire une molécule. Donc, je reprends le chlore. Faire un autre truc, c'est une molécule. Donc, par exemple, pour prendre le chlore avec ses 5 électrons, c'est 7 électrons, je fais n'importe quoi. Fatigué. 7 électrons, c'est 7 électrons, d'accord? Le chlore, il en veut un huitième. Il va dire, par exemple, à l'hydrogène qui passe, écoute, tu m'en prêtes un, je t'en prête un. Que l'hydrogène, lui, sa couche électronique, c'est 1s1. Et il aimerait bien être en 2, lui, pour remplir sa couche électronique. Donc il va dire, ok, on met en commun. En mettant en commun leurs électrons, lui, je sais pas ce qu'il peut faire. Lui, il va dire, ah, mais c'est pas vrai, il veut pas. Lui, il va dire, ok, il veut pas, il veut bien. Ils vont mettre ensemble leurs électrons. Ils vont faire ce qu'on appelle une liaison covalente. En faisant ça, cette liaison covalente ici, on se retrouve avec un chlore qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons. Donc lui, il a ses 8 électrons, il est content. Le H, lui, il a 2 électrons, il est content. D'accord? Donc, en représentation de Lewis, on va noter ça comme ça. Le chlore, on va le noter
ces deux électrons-là, on va dire qu'ils sont ensemble, eux ensemble, eux ensemble, des doublés non liants. 1, 2, 3, 1, 2, 3, pardon. Et le doublet liant est H. Et là, en faisant ça, on voit que le chlore respecte bien la règle du 8 et le H respecte bien la règle du 2, qu'on appelle la règle du duet. Donc le duet, hein, ça s'applique que H à He et à lithium. Ouais, je sais pas si c'est clair ou pas. J'étais un peu, brouillon sur le chlore juste avant, en disant qu'avec 5 électrons, en fait, il y en a 7, hein, la couche externe. On est bon là-dessus? On peut essayer de faire notre molécule? Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme autre molécule? Ça, c'est la structure de Lewis. Bah, par exemple, NH3. Là, pour NH3. Donc, azote. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, on met l'azote NH3. Donc, N, c'est Z égale 7. Donc, Z égale 7, ça nous fait du. Alors, vous, pour l'année dernière, du K2, on notait comme ça L5. D'accord? Mais à partir de cette année, on note plus comme ça. Cette année, on va noter en 1S2, 2S2, 2P3. D'accord? Et donc, on voit que sur sa couche externe, il a 5 électrons. On appelle les 5 électrons de valence. Donc, l'azote, quand on va le dessiner, on va lui mettre ses 5 électrons de valence. 1, 2, 3, 4, 5. Lui, il va arriver à 8. Il va arriver à 8, mais il en a que 5. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à un copain, par exemple, de lui en prêter, de partager ensemble. Et ce copain, ça peut très bien être, par exemple, un hydrogène qui passe dans le coin. Donc, l'hydrogène, il va dire, OK, on met ensemble notre électron, je te prête le mien, tu me prêtes le tien. Et un autre hydrogène qui passe, qui fait pareil. Un autre hydrogène qui passe, qui fait pareil. Ce qui fait que globalement, quand on fait la globalité du truc, ici, le H, il a bien ses 2 électrons, il respecte la règle du duet, il est heureux. Lui, il respecte la règle du duet, il est heureux. Lui, il respecte la règle du duet, il est heureux. Et l'azote, il respecte la règle du duet, il est heureux. Ouais. Et donc, si on le représente en Lewis, il ne faut pas oublier que les électrons qui sont là, ils sont ensemble. Donc, c'est 2, H, 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 H et H. Et voilà, vous avez la structure de Lewis. Alors, le truc, c'est que ça, c'est en 2 dimensions. Mais en fait, en 3 dimensions, il faut que les H soient le plus loin possible l'un de l'autre. Et on voit qu'en 3 dimensions, le mieux pour faire un truc en 3 dimensions, c'est de faire une sorte de pyramide avec une base triangulaire, comme ça. D'accord? On va mettre un H ici, un H ici, un H ici, l'azote au milieu, en haut. Et au-dessus, on va avoir les doublés d'électrons, parce que les doublés d'électrons, ils prennent de la place aussi. Donc en faisant une structure pyramidale comme ça, en réalité, hein, on efface ça. Donc là, c'est un H, je vais le remettre propre. On a ce qu'on appelle une structure pyramidale. Vous l'avez vu ou pas? Je ne sais plus. Je ne sais même pas si c'est au programme. Si on l'a vu. Vous l'avez vu, ouais. Donc là, c'est une structure pyramidale. D'accord? C'est la façon. C'est la seule façon, faites-le avec vos doigts, la seule façon d'éloigner au maximum 3 trucs, bah, c'est de les mettre vers. Alors, le mieux serait de les mettre en plan, de les mettre sur un plan. Le mieux, ce serait de les mettre comme ça, si vous voulez. Pour les éloigner le plus possible. Sauf que ça serait oublié qu'ici, il y a un doublet non liant. Et comme là, il y a un doublet non liant, bah, ce doublet non liant, c'est comme s'il y avait un truc qui gêne. Donc, c'est comme s'il y avait un 4e objet. Et c'est pour ça qu'on est obligé de le mettre en pyramide. En fait, c'est plus ou moins tétraédrique. Vous avez entendu parler du tétraédrique? Si on prend par exemple CH4, je prends la molécule CH4, c'est comme ça en structure de Lewis. Donc, si vous le faites en 3 dimensions, en fait, vous allez avoir. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu la notation comme ça. Ça vous dit quelque chose, ça ou pas? Oui. Donc là, on est en tétraédrique. Donc, on a un H qui est vers nous, un H qui est au fond, un H qui est dans le plan de la feuille, et un qui est dans le plan de de l'ordinateur, on va dire, dans le haut. Mais là, c'est la seule façon d'avoir un écart le plus grand possible. D'accord? Et là, on a un écart de 120 degrés si on fait ça. Entre tous les angles, ils ont tous 120 degrés d'écart.
Alors que si je le mettais plan sur une feuille, j'ai pas 120 degrés, j'ai 90 là. D'accord? Et donc pour le cas du NH3, c'est le même principe, sauf que dans le cas du NH3, c'est comme si ici on avait remplacé le H par un doublet non liant, puis ici le C par un N. Sauf que, en fait, vu que le truc là est un peu plus petit, dans le cas du NH3, ici on n'est pas à 120. On a un peu plus. Mais bon, ça c'est pas à retenir. Ouais. On en est où là? Et on n'a pas parlé de l'électronégativité. C'est important ça. Alors, ça c'est le cas des atomes, des trucs simples. La molécule la plus simple que vous connaissez, la plus courante, c'est H2O. En structure de Lewis, H2O, elle se note comme ça. Alors, rapidement, hein. O, c'est Z égale 8, donc ça nous fait du K2L6. Donc en structure, comme vous connaissez actuellement, 1S2, 2S2, 2P4. Et on voit que sur la dernière structure, dernière couche, il y a 6 électrons. Donc l'oxygène, on va le noter avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons. Et ici, les H vont venir ici prêter chacun un électron. Donc ils vont faire un doublé ici, liant. Et ici, il y aurait bien deux doublés non liants. Et là, en fait, on a encore une fois une structure pyramidale. Ce que vous avez ici, c'est comme si vous aviez ici un gros truc là et un gros truc là. Le truc là, en gros, si vous voulez, il serait derrière le tableau. On peut dessiner ça comme ça. Et puis là, il serait devant l'ordinateur. D'accord? Donc, en gros, alors, je sais pas comment vous représentez ça. On va voir H2O en 3D. Image. Non, H2O. H2O. On va pas le voir. Lewis. Voilà, il le représente comme ça, avec des doublés non liants, d'accord? Mais en trois dimensions, la molécule d'eau, elle est en fait, voilà, c'est comme si vous aviez une pyramide avec les doublés non liants, voilà, un peu comme là. Vous voyez ou pas là? Ici, comme la pyramide là, on ferait une pyramide avec le haut au milieu, les deux H dans les coins, et puis devant nous et puis derrière nous, les doublés non liants. Les doublés non liants, ils agissent un peu comme un atome en fait. La même chose. Alors, bon, ça c'est juste pour la forme de H2O. Et tout ça, ça nous explique pas pourquoi est-ce que l'eau, elle a plein de propriétés spéciales. Par exemple, l'eau, quand vous la mettez au frigo, elle prend plus de place. Alors que n'importe quelle eau, enfin, que vous la congelez, elle prend plus de place. Alors que si vous faites pareil avec de l'huile, l'huile va se contracter. Si vous faites pareil avec n'importe quel autre produit, tout va se contracter. Il n'y a que l'eau qui se contracte pas. Elle dilate. Et ça, c'est un cas particulier. Enfin, il n'y a pas que l'eau, mais ça fait partie de ses propriétés. Et pourquoi il y a ça? Bah, ça s'explique parce qu'en fait, l'eau, elle est polaire. Elle est polaire, elle a des liaisons, ce qu'on appelle hydrogène. Alors pourquoi est-ce qu'elle est polaire? Parce que les atomes, ici on a dit qu'ils se prêtaient des électrons. D'accord? Ils partagent leurs électrons. Donc là, il y a les deux là, les deux là. Donc en fait, c'est pas un partage équitable. Il y a toujours un des deux qui va tirer plus fort que l'autre. Et pour savoir lequel des deux tire plus fort que l'autre, il faut regarder dans le tableau périodique. Si vous avez le tableau périodique qui est comme ça, plus vous allez vers là, et plus vous allez vers le haut, et plus il va tirer fort. Plus vous allez vers la gauche et plus vers le haut, moins il tirera fort. C'est-à-dire que l'oxygène, va tirer à lui, ici, l'électron de l'hydrogène. Pas suffisamment pour l'arracher, hein, mais il l'approche de lui. Donc, ce qui fait que globalement, les électrons vont être plus autour de l'oxygène que de l'hydrogène. Ici, on va dire que l'oxygène, à cet endroit-là, il va être un tout petit peu chargé négativement, et vu qu'il a piqué qu'il a attiré deux électrons, on va dire qu'il est 2 delta moins. C'est-à-dire qu'il va attirer 2 moins, mais pas totalement, juste un petit peu. Et delta en science, ça veut dire un petit truc. Et ici, du coup, les deux H ici, globalement, ils vont être tous les deux additionnés 2 delta plus. Donc finalement, c'est comme si vous vous retrouviez avec on peut appeler ça un aimant, mais c'est pas vraiment un aimant, un truc avec un plus en dessous et un moins au-dessus. Donc on a une molécule qui s'appelle polaire. Et donc si vous avez une autre molécule d'eau qui arrive, imaginons qu'on ait ici de l'eau. Ah, je fais n'importe quoi. Ici on a de l'eau, comme ça, et qu'ici vous avez une autre molécule d'eau qui arrive, et bien ici, ce côté-là, il est chargé positivement, on a dit, un petit peu. Et lui, il est chargé
négativement. Donc les deux vont s'attirer. Pas suffisamment pour faire une liaison, hein, mais ils vont s'attirer. Et c'est ce qu'on appelle une liaison hydrogène. Donc là, il va y avoir une petite interaction entre les deux. Et cette petite interaction, c'est ça qui explique, donc il faudrait faire noter comme ça, parce que c'est pas vraiment une liaison, c'est ça qui explique que l'eau, lorsque vous allez la congeler, elle va s'étendre. Elle va prendre plus de place parce qu'on va écarter, les atomes vont s'écarter de manière à avoir toutes les liaisons le mieux possible. D'accord? Et donc ici, par exemple, si vous avez une autre molécule d'eau qui arrive, bah, elles vont s'orienter d'une certaine façon, de manière à avoir des liaisons, etc. Et donc ici, vous allez pouvoir avoir ici une autre molécule d'eau qui va revenir ici avec ces doublés non liants. Ici, vous allez à nouveau avoir une liaison, etc., etc., etc. Donc on voit qu'il y a plein de liaisons dans l'eau. C'est ça qui fait pas mal des propriétés de l'eau. Normalement, le prof, il a dû vous faire un truc avec la règle en frottant et en l'approchant du filet d'eau pour vous montrer que le filet d'eau est dévié. Non? Euh, Ouais, bon, c'est pas grave. Bon, bon, on a déjà fait 3 chapitres. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça vous va? oui, oui, On remet un cours vendredi à 2 heures, ça vous irait ou pas? d'accord. Pour les autres, c'est bon? Oui, Ok. Alors, oui, si vous voulez sur ma chaîne YouTube, parce qu'on peut passer une chaîne YouTube, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube Monsieur Buchère. Attendez, je vais noter. Pourquoi la souris elle déconne? Parce que j'ai le truc. La chaîne elle s'appelle Monsieur Buchère. Du coup, vous avez, bah, je vais vous mettre la vidéo là tout de suite, d'accord? Et pareil, si vous voulez me contacter pour avoir des trucs en particulier, vous pouvez me contacter sur mon mail. Je le laisse là. Vous arrivez. oms.fr. Comme ça, vous m'envoyez un mail là si vous voulez me poser des questions, etc. en particulier, ou vous voulez que la prochaine fois on bosse en particulier sur un truc. Voilà. Et donc je mets moi la vidéo là qu'on vient de filmer ensemble sur YouTube, comme ça vous pourrez la regarder. Avec un erratum au niveau du tout à l'heure, quand j'ai fait avec le chlore, là j'ai mis que 5 bourrins, j'aurais dû en mettre 7 hein, pour rappel. Il y avait 7 électrons. Ah, bon, j'espère vous avoir été un peu utile. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis on sort dit donc vendredi 14 heures. Je le note là aussi, comme ça, vous l'aurez au cas où. Au revoir. Bon après-midi à vous. à vous aussi. À Moi aussi. bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.